Bom, a gente está chegando quase ao final de nosso ciclo de conferências. A próxima e última conferência vai ser na quarta-feira. Mas, então, por causa disso, eu gostaria muito de agradecer ao laboriosa recepção dos amigos aqui da Maison, né, que trabalharam de uma maneira muito cuidadosa durante todo esse período. Quer dizer, eu vou agradecer a todas. Só tem um homem, né, nessa história toda aqui. Alice Solemonde, a Valérie, a Madeleine Deschamps, a Fanny, a Marlene, Sandra e, por fim, o Luiz. Né? Eu queria agradecer também ao nosso excelente tradutor, Emílio Berbeil. Ele é um trabalho cuidadoso também, né? E é isso. E o nosso equipe também, o Armando, o Ricardo, o André Paola. Bom, e por fim eu queria agradecer ao nosso conferencista de hoje, que na realidade era mais conhecido como o pai do Rafael. Eu diria a verdade porque o Rafael quase fez conseguir no Brasil, se eu tenho história depois eu posso contar. Mas a história do... Bom, não vou contar porque... Mas o Girard é um grande pensador, uma nova geração de filósofos que já não é a primeira vez que ele veio ao Brasil. Ele veio há uns 4 anos para um ciclo de conferência que eu organizei no Senado, crente que podia fazer alguma coisa, mas não deu em nada, que era sobre a democracia. É verdade, e o Girard participou dessa maratona, né, porque foram 12 conferências de Francis Wolff, o Lessa, né, o Vladimir Safato, e vocês imaginam que eles queriam ficar à mesa porque estava sendo filmado, mas era tudo. Mas, de qualquer maneira, né, quer dizer, o nosso querido Girard, ele trabalha temas importantíssimos sobre a questão da democracia, né, quer dizer, trabalha a democracia contemporânea, sobre o espaço público, a liberdade de expressão e o ódio, né? Que é uma coisa tão... Bom, a gente só tem a agradecer imensamente a participação dele mais uma vez no nosso ciclo e passa a ele a palavra. Muito obrigado. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Comme Adalto l'a mentionné, j'ai participé il y a 5 ans à un cycle qui était déjà sur la démocratie, pas sur le progrès, não sobre o progresso, sobre a le democracia. contexte O texto era bem était peculiar, todo mundo estava meio preocupado com a atualidade política sem poder prever o que ia acontecer nos anos. Isso que o Adalto queria ensinar, mas eu não assumo nenhuma responsabilidade de acontecer de 5 anos para cá no Brasil, politicamente falando. Sur l'état de la démocratie au Brésil et ailleurs, en France aussi, aux États-Unis bien sûr. Ces inquiétudes se sont considérablement aggravées en 5 ans d'une manière qui n'était sans doute pas vraiment prévisible. Donc, quand Adalto m'a proposé de parler sur le thème du rapport entre progrès et démocratie, l'urgence du sujet m'a paru assez évidente. La démocratie est la voie du progrès. C'est une idée qui a connu un succès absolument considérable, en particulier pendant la seconde moitié du XXe siècle, lorsque l'indépendance de nombreuses nations, la décolonisation
l'éclatement de l'Empire soviétique ont conduit à l'apparition d'une multitude de régimes démocratiques, ou du moins de régimes qui se décrivaient eux-mêmes comme étant des démocraties. La démocratie est la voie du progrès. Cette idée, bien sûr, aujourd'hui, a perdu beaucoup de son évidence. Le régime paraît en crise, il paraît céder ici devant la tentation de l'autoritarisme, céder là devant la corruption des élites, parfois céder à l'un et à l'autre simultanément. Et c'est le cas dans les nouvelles démocraties, celles qui sont nées dans le second XXe siècle, mais c'est le cas également dans les démocraties les plus anciennes de l'époque moderne, qui remontent à la fin du XVIIIe siècle. En outre, les régimes démocratiques paraissent impuissants devant la prolifération de menaces qui se présentent maintenant à l'échelle planétaire. L'indépendance croissante des forces économiques vis-à-vis de toute forme de contrôle politique, le réchauffement accéléré de la planète, causé par l'homme, et l'escalade du péril nucléaire, escalade attisée, suscitée ces dernières semaines par le premier président de la démocratie la plus puissante du monde. Alors cette évidence perdue, cette idée d'une affinité entre progrès et démocratie, avait, et il y a encore, peut-être, au moins deux sens. Premier sens, c'est le progrès de l'espèce humaine, c'est l'évolution de l'humanité dans le sens d'une amélioration des aptitudes de l'homme, en particulier dans le domaine économique, scientifique, technologique. C'est le progrès de l'espèce humaine qui a rendu possible les démocraties modernes, qui a rendu possible l'adaptation du régime démocratique à des sociétés extrêmement vastes, réunissant des dizaines ou des centaines de millions d'habitants sur des dizaines ou des centaines de milliers de kilomètres carrés. La démocratie, jusqu'à l'époque moderne, était conçue comme un régime adapté à des communautés de petite taille, les cités-États antiques, les petites républiques de la Renaissance. Et pour essayer de le transposer à l'échelle de sociétés vastes, complexes, il a fallu inventer de très nombreuses techniques de gouvernement. Économiques, démographiques, sécuritaires, culturelles aussi. Ou peut-être, plutôt que pour adapter ce régime à des sociétés vastes, pour inventer un nouveau type de régime, hybride, inédit, qui mêle la démocratie et une invention proprement moderne, le gouvernement représentatif, les systèmes parlementaires. Il a fallu aussi, sans doute, le progrès économique et social, sans doute pas continu, mais progrès tout de même, de plusieurs siècles, pour que se développe de proche en proche, au niveau local, régional, dans les États-nations, au niveau du continent entier, cette passion de l'égalité qui, selon Tocqueville, est derrière l'émergence des démocraties modernes et continue à évoluer. Donc en ce premier sens, la démocratie est la voie du progrès. Elle est ce à quoi mène le progrès humain. Mais il y a un deuxième sens qu'on peut prêter à cette formule. Ce régime ne peut se réaliser pleinement qu'à la condition de permettre le développement moral et intellectuel du peuple. Pour que le gouvernement par le peuple serve le gouvernement pour le peuple, pour le bien du peuple, pour le bien commun, pour l'intérêt général, il faut que le peuple soit capable de se gouverner. Il faut qu'il apprenne à exercer par lui-même le pouvoir de façon avisée, soit directement au niveau local, dans les référendums, soit le plus souvent indirectement, en choisissant ses représentants et en les sanctionnant dans les autres. Ces deux sens, la démocratie est ce à quoi mène le progrès, mais la démocratie doit aussi être l'instrument du progrès, ce qui conduit au progrès moral et intellectuel. Ces deux sens ne forment pas vraiment une alternative parce qu'on doit les poser en même temps. C'est parce que les démocraties contemporaines sont portées par un progrès économique, technique, scientifique, qu'elles requièrent une forme de compétence spécifique, difficile à acquérir, compétences intellectuelles, capacités morales,
requises par l'administration de sociétés humaines qui sont complexes. Il est impératif donc que ce régime puisse accompagner, nourrir, permettre au moins une forme de progrès moral et intellectuel. Et le doute, il me semble, qui pèse aujourd'hui sur le régime démocratique, porte notamment sur ce point. Sur son aptitude à concilier la compétence, qui est requise par le bon gouvernement, et l'égale participation au pouvoir, même indirecte, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. En un sens, ce que nous appelons aujourd'hui démocratie est un compromis plus ou moins stable entre principes de compétence, des individus choisis parce qu'ils sont supposés être les meilleurs pour être les représentants, délibèrent en petit nombre dans les parlements, les comités, les commissions, les autorités administratives. Et le principe d'égalité, puisque ces représentants, en tout cas les représentants au niveau du Parlement, sont choisis directement par l'ensemble des citoyens. Donc le doute, en fait, c'est de savoir si le type de progrès technique qui a permis cette société peut être rattrapé en un sens par le progrès intellectuel. Si le progrès économique que nous avons connu, qui n'est pas la crise, peut être rejoint par une forme de progrès moral. Et c'est ce qui explique aussi une double menace qui nous paraît peser aujourd'hui de l'intérieur sur les sociétés démocratiques. Première menace, des élites politiques, économiques, juridiques parfois, invitent à dépasser l'égale participation au nom de la compétence, en invoquant la technicité, la complexité des nouveaux défis de gouvernement. Donc, gestion de la crise financière, réponse au réchauffement climatique, lutte antiterroriste. Il faudrait laisser les experts, les techniciens, les savants décider pour le bien-être. Deuxième menace, des promoteurs de ce qu'on peut appeler la participation indifférenciée veulent écarter l'idée de toute différence des compétences, de distinction entre savoir et absence de savoir, expérience et absence d'expérience, jugement et absence de jugement en politique. Il faudrait refuser par principe la différence entre expert et non-expert qui nous gêne, et du coup, nier la nécessité d'une forme de progrès de la part du peuple, de l'ensemble des citoyens, du besoin d'acquérir une certaine aptitude au jugement politique. Dans les deux cas, danger technocratique, danger démagogique, dans les deux cas, le progrès moral et intellectuel du peuple est laissé de côté. Soit il est jugé inutile, soit il est jugé impossible. Et dans les deux cas, on propose souvent ce dépassement comme un accomplissement de la démocratie, comme un progrès politique pour la démocratie. Elle serait plus fidèle à elle-même en servant mieux la compétence ou en servant mieux la participation, mais à chaque fois c'est en sacrifiant l'autre exigeant. Alors la question générale qui m'intéresse ce soir, c'est de savoir quel type de réponse on peut opposer à ces deux tentations. Tentation technocratique, tentation démagogique. Et pour le revenir, il faut, il me semble, revenir sur le rapport que nous imaginons, que nous concevons entre la démocratie et le progrès. Alors je vais essayer de le faire ce soir, mais on pourra sans doute parler aussi des enjeux plus contemporains dans la discussion tout à l'heure. Je vais essayer de le faire ce soir en partant de l'un des textes philosophiques où il me semble qu'on voit s'inventer, qu'on voit apparaître notre compréhension des régimes représentatifs comme étant démocratiques, comme devant l'homme. Cet ouvrage, ce lieu philosophique, l'un des lieux philosophiques de naissance de la démocratie représentative, c'est l'ouvrage de John Stuart Mill, Considérations sur le gouvernement représentatif, paru en 1861. L'idée de Mill est assez simple, il veut concilier deux idées que la plupart des auteurs de son temps pensent antithétiques. D'abord, il faut élire des représentants compétents, plus compétents que les citoyens, pour qu'ils prennent des décisions dans l'intérêt de ceux qu'ils représentent, au nom de ceux qu'ils représentent, et mieux que ceux qu'ils représentent ne pourraient le faire eux-mêmes. Deuxième idée, tous les citoyens doivent pouvoir participer, et doivent participer, aux tâches du gouvernement. De la participation au gouvernement local, au débat public sur les affaires communes, dans la presse, dans la rue, en passant par la participation au jury populaire. Si, pour Mill, les régimes représentatifs
peuvent et doivent devenir démocratiques, c'est que compétence et participation dans ce régime ne s'excluent pas et peuvent se compléter. Le gouvernement intégralement populaire, le gouvernement intégralement populaire est le plus favorable au bon gouvernement. Alors, bien sûr, Mill n'est pas le premier à voir dans les régimes représentatifs une forme possible de démocratie, mais l'une des spécificités de la synthèse qu'il propose, du nouveau régime qu'il imagine, en empruntant ici ou là à divers exemples historiques, l'une de ses spécificités, c'est qu'elle repose sur l'extension de la sphère délibérative, de la sphère où on discute publiquement des affaires communes, à la société tout entière. Si le bon gouvernement, qui réalise le bien-être de la société au présent, et la souveraineté du peuple, je suppose que tout le monde puisse, d'une manière ou d'une autre, participer au gouvernement. Si bon gouvernement et souveraineté du peuple vont de concert, c'est parce qu'ils passent l'un et l'autre par une discussion publique étendue à toute la société. La supériorité du gouvernement populaire, nous dit Mill, tient aussi à ce qu'elle offre à toutes les classes au sein de la société la participation la plus large aux détails des affaires judiciaires et administratives, comme c'est le cas en participant à un jury, en entrant dans les conseils municipaux, et par-dessus tout, en jouissant de la publicité et de la liberté de discussion les plus grandes possibles. Alors évidemment, la question qui se pose est de savoir si cet équilibre, qui nous est devenu très familier, son schéma général est très loin de nous être étrangers, si cet équilibre est stable, s'il est vrai que compétences et participation peuvent se compléter sans se contredire, s'il est vrai que le gouvernement par le peuple peut être le bon gouvernement. Pour répondre, je vais procéder en 3 étapes. Tout simplement, pour commencer, en considérant le rôle que joue l'idée de progrès dans cette synthèse entre régime représentatif et démocratie. Ensuite, dans un deuxième temps, en voyant quel type de critique on peut adresser à l'usage qui est fait du progrès dans ce système, notamment en y voyant une croyance naïve, au fond inspirée par le libéralisme économique. Et enfin, en voyant quelles ressources la pensée de Mill nous offre pour essayer malgré tout de résister à cette critique et de voir ce qu'on peut garder du schéma général. Première étape, donc, la place du progrès, le rôle du progrès dans l'idée de démocratie représentative. Alors, cette idée nous est familière, elle est très loin de l'avoir toujours été. De très nombreux fondateurs des régimes représentatifs modernes, issus des grandes révolutions du XVIIIe siècle, ne concevaient pas les républiques représentatives comme des démocraties, mais comme s'opposant à ce contre-modèle qu'est la démocratie. Emmanuel Sieyès en France, James Madison aux États-Unis, alors là, il y a une différence très importante, s'accordent pour voir dans la voie républicaine une alternative préférable à la voie démocratique. Ils s'accordent pour voir dans la République, qui passe par la représentation électorale, non pas un pis-aller, une sorte de compromis auquel nous sommes obligés à cause de la taille de la population, mais idéalement, indépendamment de la taille de la population, une forme de régime supérieur. Pourquoi? Parce qu'elle permet la délibération restreinte d'une petite élite choisie pour sa compétence et pour ses vertus. Et seule une délibération restreinte de ce type peut surgir l'expression avisée, délibérée de la volonté du peuple. Bien sûr, il y a reconnaissance du principe de souveraineté populaire, mais le rôle des électeurs, des citoyens électeurs, se limite pour l'essentiel à choisir les meilleurs d'entre eux pour en faire leurs représentants. L'idée de Mill, le geste effectué par Mill, c'est de rejeter cette idée d'une incompatibilité entre participation des citoyens au-delà du vote et compétence dans le gouvernement, et bon gouvernement. Ce qu'il affirme, c'est que le gouvernement représentatif ne constitue la forme la meilleure de gouvernement que s'il est démocratique.
C'est-à-dire si l'idée de souveraineté populaire se traduit par une participation directe, un jugement politique direct exercé par chacun sur les affaires communes. Alors, le raisonnement qui lui permet d'affirmer cela prend la forme suivante. Tous les régimes politiques poursuivent les deux mêmes fins. En tout cas, tous les régimes politiques doivent être jugés à l'aune des deux mêmes objectifs. Assurer le bien-être de la société au présent et assurer l'élévation du caractère du peuple. Assurer le progrès des capacités intellectuelles et des dispositions morales des membres. Or, lorsque chacun, écrit Mill, non seulement dispose d'une voix dans l'exercice de la souveraineté, mais est appelé à prendre réellement part au gouvernement, en s'acquittant personnellement de quelques fonctions, alors ces deux objectifs sont réalisés simultanément. Le bien-être de la société est assuré autant que possible, dit-il, parce que chacun est le meilleur juge de son intérêt, et que la participation de tous est le meilleur moyen d'assurer la représentation de tous les intérêts qui doivent être pris en compte. Mais surtout, et c'est le plus important à ses yeux, l'amélioration morale et intellectuelle dont il parle est servie mieux que tout autre par l'expérience éducative de la participation. Donc, le progrès moral et intellectuel dont parle Mill est à la fois un instrument, une condition qui permet de réaliser la première fin, le peuple doit être suffisamment développé pour bien gouverner et assurer le bien-être actuel, et en même temps il constitue une fin en soi qui est en réalité prioritaire aux yeux. C'est à l'aune de ces deux fins qu'on peut comparer les différentes formes de gouvernement et qu'on voit la supériorité de la démocratie représentative sur toutes les autres formes de gouvernement, et en particulier le gouvernement despotique. Car dans un gouvernement despotique, je me permets de citer un passage un peu long, le grand public est tenu à l'écart de toute information, de tout intérêt pour l'ensemble des plus grandes questions pratiques. Ou s'il en a quelques connaissances, ce n'est qu'en dilettante, comme en ont des arts mécaniques, ceux qui n'ont jamais tenu un outil de leur main. Et ce n'est pas seulement dans son intelligence que le juge. Ses qualités morales se trouvent bornées dans leur développement. À chaque fois que la sphère de l'action des êtres humains est artificiellement circonscrite, leurs sentiments subissent un resserrement, un rétrécissement dans les mêmes proportions. L'action est l'aliment du sentiment. Le principal défaut du gouvernement despotique, outre son injustice, c'est qu'il rend passif. Alors bien sûr, ce qu'il y a de proprement démocratique dans le système imaginé par Mill n'est pas pour nous immédiatement évident. Parce que malgré tout, il maintient une distinction très nette entre deux niveaux. D'un côté, le Parlement, où les députés votent, contrôlent l'action du gouvernement, font les lois, choisissent le budget. Et de l'autre côté, le peuple des électeurs, qui vote et participe dans la mesure du possible localement ou dans les jurys. Plus encore, la représentation qu'il nous donne de la délibération parlementaire, assez éloignée sans doute de l'image que nous en avons, laisse bien entendre que les députés, idéalement du moins, font pour les représenter ce qu'ils ne peuvent aussi bien faire eux-mêmes. Le Parlement, écrit Mill, doit être le congrès des opinions de la nation. Une arène dans laquelle non seulement l'opinion générale de la nation, mais aussi celle de chacune de ses parties, et autant que possible de chaque individu éminent qu'elle contient, peuvent se produire en pleine lumière et entrer en controverse, où chaque personne dans ce pays peut être sûre de trouver quelqu'un qui dit ce qu'il pense, aussi bien ou mieux qu'elle ne pourrait le faire elle. Alors dans ce dualisme, là encore très familier, où réside vraiment l'innovation? Elle réside en ceci, chez Mill, dans l'idée que le rôle du citoyen, outre la participation aux affaires locales, outre la participation aux jurys, outre le vote, est de se mettre en permanence
dans une position parallèle à celle de son représentant, pour porter un jugement en même temps que son représentant sur les questions qui sont délibérées au Parlement. De telle sorte que le Parlement sert avant tout comme scène publique qui donne à voir aux citoyens ce sur quoi ils doivent exercer leur jugement. La principale cause de l'échec des gouvernements représentatifs, dit Mill, c'est l'incapacité du peuple, ou le manque de volonté du peuple, dont il n'est pas forcément responsable. Mais l'incapacité du peuple, ou le manque de volonté du peuple, à remplir son rôle de critique vigilant des actions du gouvernement, de surveillance de l'usage que le gouvernement fait de la force qui lui est confiée, soit pour l'intérêt général, soit pour des intérêts particuliers. Donc il n'est pas seulement exiger des citoyens qu'ils choisissent bien son représentant. Il faut pour qu'ils puissent contrôler effectivement son action, il faut, dit Mill, qu'ils se mettent à sa place, ce qui est la seule manière de devenir vraiment l'auteur de son propre vote lorsqu'il vote. Le droit de vote ne fait pas le citoyen. L'acte de vote ne fait pas le citoyen. Ce qui fait le citoyen, c'est le fait, de se réapproprier progressivement un peu plus son vote. Comment? En maintenant l'exercice continu de ce jugement qui, en réalité, rapproche progressivement le représenté et le représentant. Je cite encore, plus le vote d'un électeur est déterminé par sa volonté propre et non celle de son maître, plus l'électeur se trouve dans une position similaire à celle de son député. Et c'est lorsque la distance de l'un à l'autre s'agrandit, cesse de se réduire, que le gouvernement devient destructif. Donc, pour résumer ce premier temps, à la question de Juvénal, qui garde les gardiens, la réponse de Mill est absolument univoque. De même que le Parlement contrôle le gouvernement, le peuple contrôle le Parlement, doit contrôler le Parlement par l'opinion publique. La discussion publique est à la fois le lieu où se forge l'opinion publique, et c'est la principale école de la démocratie. C'est l'activité qui nourrit les capacités intellectuelles et morales requises par ce type de régime. Alors bien sûr, le fait d'assurer le bien-être actuel de la société, le bon gouvernement, suppose non seulement qu'on travaille au progrès futur, mais qu'on ait atteint déjà un seuil suffisant de progrès moral et intellectuel. Sinon, l'effort pour essayer d'élever le caractère du peuple se fait en sacrifiant les intérêts présents, se fait en assurant la vie de la société actuelle. On peut donc se demander si, même si on accepte ces prémices, cette synthèse proposée par Mill est viable. Deuxième étape de raisonnement, la critique de cette conception du progrès comme conception libérale, étrangère à la démocratie. La principale faiblesse apparente de cette vision de la démocratie, c'est qu'elle repose sur une foi très grande, apparemment, dans les vertus de la discussion. Et c'est à cette foi dans la discussion que se sont souvent attaquées les critiques de Mill, en particulier Carl Schmitt, qui propose une critique acérée de l'idée de démocratie représentative dans l'entre-deux-guerres. Aux yeux de Schmitt, ce qu'il appelle le principe de discussion est un principe libéral qui n'a rien à voir avec la démocratie. Dans le parlementarisme libéral, l'essentiel c'est de parlementer. C'est la discussion. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. En fait, ce qui sous-tend cette croyance dans les effets vertueux de la discussion, cette croyance dans le progrès par la discussion, c'est cette idée spécifiquement libérale qui définit le libéralisme et qui s'applique d'abord en économie. Cette idée que la concurrence entre des actions individuelles non coordonnées produit spontanément un résultat qui, du point de vue collectif, est le meilleur possible. Prétendre que la libre discussion tend à former des jugements avisés, donc à faire triompher les opinions les meilleures, les plus vraies, les plus utiles, les plus justes, c'est simplement, pour Schmitt, appliquer à la politique l'idée bien connue du laisser-faire.
L'idée selon laquelle le libre-échange des biens conduit, grâce à, comme si l'action humaine se faisait sentir, à un résultat, l'ajustement de l'offre et de la demande par le prix, qui est collectivement optimal. En fait, dans le raisonnement, on substitue simplement le droit à la libre expression au droit à la propriété privée. Je cite Schmitt, c'est la même chose que la vérité procède du libre conflit des opinions ou que l'harmonie survit de la compétition économique. C'est la même chose. En fait, une expression pour Schmitt résume la foi naïve dans la discussion. C'est une expression française, la discussion substituée à la force. En effet, il y a deux prémices. La première, c'est celle selon laquelle la discussion opère une forme de dépassement des rapports de force, elle n'est pas simplement un conflit entre les opinions, elle déplace l'action politique sur le champ de la recherche de la vérité ou du juste. Il y a une deuxième prémisse, c'est que cette discussion qui a sublimé les rapports de force produit effectivement les résultats espérés. Elle dégage, elle fait triompher le jugement politique le plus adapté à la situation, le plus juste sur les objectifs à poursuivre, le plus éclairé sur les moyens à employer. Mais l'histoire politique nous a montré la naïveté d'une telle croyance. Schmitt écrit cela en 1920. Le constat pourrait sans doute un siècle plus tard se reproduire avec peu de différence, même si les institutions ont beaucoup changé. Nous savons désormais, dit Schmitt, que l'opinion publique est impuissante à contrôler le Parlement ou le gouvernement par la presse. Nous savons désormais, dit Schmitt, que le Parlement est impuissant à résister à l'influence d'élites économiques, politiques restreintes qui défendent les intérêts particuliers les plus puissants dans la société. Nous savons, dit Schmitt, que la discussion publique est une formalité vide, caduque dans la réalité de l'activité politique. Nous savons que les régimes représentatifs sont voués à la corruption. Alors, je laisse de côté, parce que ça excède mon propos, le fond du diagnostic de Schmitt qui porte sur la chimie parlementaire de l'entre-deux-guerres, et aussi sa propre conception de la démocratie, construite par contraste avec cette critique, qui pose toutes sortes de problèmes que je vais parler ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée générale de cette critique. Double croyance erronée, double postulat faux, la discussion sublime les rapports de force, la discussion conduit à la vérité. Alors, cette critique radicale s'applique sans aucun doute, en tout cas elle touche sans aucun doute, de nombreuses défenses de la démocratie représentative qui, très explicitement, la modèlent, la façonnent sur le libre-échange économique. En passant par la discussion publique. On trouve par exemple très explicitement chez les Tracy. On peut se demander toutefois si la pensée de Mill lui-même se laisse vraiment enfermer dans cette reconstruction. Et il me semble qu'en réalité, Mill n'endosse ni la première prémisse, la discussion sublime la force, ni la seconde prémisse, la discussion conduit au but. Considérons d'abord la première. La discussion est pour Mill un conflit des opinions. Ce n'est pas une alternative à l'exercice du pouvoir ou à la rencontre de forces contradictoires. C'est une manière particulière d'exercer le pouvoir. Tout simplement parce que l'opinion elle-même est un pouvoir. C'est un pouvoir social. En politique, certes, la volonté et le pouvoir dernier, c'est la volonté qui décide, qui tranche, mais la volonté est toujours vulnérable à l'opinion. C'est pourquoi l'opinion, écrit-il, est l'une des forces sociales les plus actives. Parce qu'elles sont actives, parce qu'elles s'expriment, les opinions comptent plus en réalité que les intérêts dans le conflit politique. Ceux qui parviennent à vous persuader qu'une certaine forme de gouvernement est préférable, qu'une certaine politique est désirable, ont fait le plus grand pas qu'on puisse faire pour mettre de son côté les pouvoirs qui existent dans la société. Plus que le pouvoir physique, lié à la force corporelle,
plus que le pouvoir économique, lié au droit de propriété privé, le pouvoir de l'opinion, qui est lié à l'intelligence, est à l'origine des inégalités sociales. Si seule la force physique opérait, toutes les sociétés seraient démocratiques, parce que partout, le plus grand nombre est le plus fort. Mais nous savons qu'il n'en va pas ainsi. Donc, le passage de la soumission du peuple, dans une société despotique, à l'émancipation du peuple, dans une société démocratique, ce passage, ce n'est pas le basculement du régime du pouvoir au régime de la discussion. C'est le passage d'une certaine manière d'organiser socialement le conflit des opinions, à une autre manière d'organiser socialement le conflit des opinions. Et à chaque fois, ça change son rapport au pouvoir physique et au pouvoir matériel. Et la grande difficulté, le grand obstacle à l'émergence de la démocratie, c'est qu'en matière de régulation du conflit des opinions, l'avantage du est toujours du côté des gouvernants, de ceux qui maîtrisent les institutions politiques et économiques. Donc la première prémisse dégagée par Schmitt ne s'appuie pas, il n'y a pas de sublimation de la force. On peut toutefois penser que, néanmoins, ce régime juridique de la libre expression que Mill associe à la démocratie se justifie par quelque chose comme l'idée d'un marché des idées, dans lequel le rôle de l'État est d'assurer la liberté d'expression comme il assure sur le marché la propriété privée. Cette critique, elle s'appuie notamment sur la défense que propose Mill dans son ouvrage sur la liberté, paru 2 ans plus tôt, en 1859, de la liberté d'expression. Une défense célèbre, sans doute la défense devenue perçue désormais comme paradigmatique du raisonnement libéral. Alors, le raisonnement est connu. Il consiste à dire que la censure, qu'elle vienne de l'État, ou qu'elle vienne de la majorité, qu'elle envoie en prison, ou qu'elle procède par intimidation économique, par stigmatisation sociale, la censure, politique ou sociale, vole toujours l'humanité. Elle peut d'abord porter sur des opinions vraies. Censurer des opinions vraies, ou partiellement vraies, ou contenant un grain de vérité, c'est voler l'humanité. Mais même lorsque la censure porte sur des opinions fausses, et même, imaginons, improbable, entièrement fausse, ne contenant pas de vérité, elle vole encore l'humanité. Parce qu'elle prive les opinions vraies correspondantes de la confrontation qui est nécessaire pour que l'on croie ce qui est vrai de façon vivante, vivace, et pas de manière dogmatique. Censurer des opinions qui sont fausses, c'est priver ceux qui croient le contraire des opinions fausses, ceux qui sont du côté de la vérité, c'est priver ceux-là des moyens d'adhérer de façon vivante plutôt que morte et finie à leur propre croyance. Alors, ce raisonnement, en fait, repose sur au moins 2 présupposés. D'abord, clair, il y a toute une vision de la raison pratique, du jugement pratique individuel. L'idée de Mill, inspirée notamment par Aristote, c'est que lorsqu'on prend une décision politiquement, lorsqu'on juge moralement, même si l'on doit trancher entre des dogmes religieux, dans tous ces cas, on ne peut pas raisonner de façon démonstrative. On ne peut pas arriver à des résultats définitifs. On ne trouve jamais de preuves. Ce qui veut dire qu'en fait, le raisonnement politique, moral, religieux n'arrive jamais à un terme final où on n'a plus besoin d'avancer parce que la certitude de la vérité est là. Dans le domaine pratique, dit Mill, il n'y a jamais de preuve définitive, donc tout ce que l'on peut faire, c'est essayer d'embrasser toutes les considérations disponibles et les peser les unes contre les autres, confronter des raisons d'agir ou de ne pas agir, d'agir ainsi ou d'agir autrement. Et à la fin, il n'y a pas de résultat définitif comme dans ce cas qu'il faut choisir, sur la base de la pesée qu'on a essayé de définir. Du coup, censurer les opinions, c'est enlever des considérations qui doivent entrer dans la pesée. C'est limiter ce à partir de quoi le jugement pratique peut essayer de se déterminer. Deuxième présupposé, si toute censure court en plus le risque de porter non pas sur des opinions fausses mais sur des opinions vraies, non pas sur des opinions dangereuses mais sur des opinions utiles socialement,
non pas sur des opinions injustes, mais sur des opinions justes. Si la censure peut toujours se tromper, c'est que le jugement pratique, politiquement, moralement, est toujours faillible. On ne peut jamais être absolument certain d'avoir raison, même dans les cas où peut-être on a absolument raison. La certitude objective absolue n'est pas possible, ni pour l'individu, ni pour la majorité, ni même quand il y a unanimité. Après tout, dit-il, les Athéniens ont massivement choisi de condamner Socrate à mort. Après tout, les Juifs réunis devant Ponce Pilate ont massivement décidé d'abandonner Jésus à la mort. Alors bien sûr, le fait que nous ne puissions jamais être absolument d'avoir certain dans notre jugement moral ou politique ne nous empêche pas d'agir. Nous avons des certitudes subjectives, relatives, plus ou moins grandes, et il faut agir sur la base de ces certitudes. Celui qui se l'interdirait n'agirait plus. Mais le fait que ces certitudes ne soient jamais absolues ou objectives devrait nous interdire, dit-il, un certain type d'action. L'action qui consiste à empêcher l'autre de s'exprimer. Parce qu'en empêchant l'autre de s'exprimer, en fait, on supprime le mécanisme par lequel mon opinion peut être critiquée et peut-être corrigée par l'opinion de l'autre. On abolit le mécanisme qui permettrait peut-être de corriger l'erreur, or l'erreur est toujours possible, quel que soit mon degré de certitude. Donc, vouloir restreindre autrui au silence, ou vouloir écrire dans les considérations le privé du suffrage complètement, c'est vouloir s'arroger l'infaillibilité. Or, l'infaillibilité n'est pas humaine. On voit bien ici qu'il n'y a pas réellement le postulat selon lequel, en discutant librement, on arriverait toujours, ou le plus souvent, ou même souvent, à la vérité. Au contraire, dit-il, il faut toujours s'élever contre la prétention d'une partie de la vérité à être la vérité tout entière. La discussion libre ne conduit pas à la vérité tout entière. Et même si par hasard elle le fait, nous ne pourrions pas le savoir avec certitude. Du moins avec une certitude absolue. Donc il me semble que la critique que Schmitt adresse à Mill, et pas seulement à Mill, à Bentham, à Rousseau et à Mill, la critique que Schmitt adresse à Mill porte à faux. Tout simplement parce que les deux prémisses effectivement rattachables au libéralisme économique, la sublimation par l'échange des rapports de force, la production d'un résultat socialement optimal par la coordination, par la non-coordination concurrentielle des actions privées, ces deux prémisses ici n'interviennent pas. Ce n'est pas ce que dit. Mais du coup, cela déplace le problème. On voit que les prémisses de Mill sont beaucoup plus modestes en réalité que ce que l'on aurait pu croire. Ce qui pose la question, comment, à partir de prémisses aussi modestes, justifier la croyance dans la possibilité d'une démocratie représentative, d'un fonctionnement vraiment démocratique du gouvernement représentatif. Si le progrès est requis par la démocratie, mais que la libre discussion qui fait la démocratie ne garantit pas le progrès moral et intellectuel, ce régime est inviable. Alors, troisième et dernière étape de ce raisonnement, l'horizon du progrès. Ce qu'il reste du progrès, malgré tout, et ce qu'il laisse espérer pour la démocratie représentative. En fait, la modestie des présupposés à l'œuvre pose deux problèmes distincts, deux difficultés distinctes. Et une première difficulté, est-ce que cette vision du jugement humain comme toujours faillible en politique ne rend pas absurde ou incohérent cette recherche de la vérité et du progrès, ce qui pour Mill est la même chose, ou en tout cas va nécessairement de pair. Est-ce que le faillibilisme, c'est celui qui n'est jamais certitude absolue, qui est très politiquement, sur la vérité pertinente pour la politique morale, est-ce que cela n'a pas tout sens au progrès, même simplement comme horizon? Pour le dire simplement, comment on peut essayer de départager les opinions qui s'opposent politiquement à l'aune de leur vérité, ou de leur utilité, ou de leur justesse, si de toute façon, on ne pourra jamais savoir que l'on a bien ou mal départagé les opinions en présence, de sorte à conclure l'enquête. L'idée même d'un progrès
qui se réaliserait, mais sans qu'on puisse jamais être certain qu'il y a progression, qu'il y a eu progrès, semble étrange. Alors elle est peut-être étrange, sans doute, mais il n'y a rien, il me semble, ici de contradictoire. La vérité est recherchée, non pas parce qu'elle nous est promise, comme un résultat qui pourrait être garanti, mais parce qu'elle nous importe. De même que nous importe le degré de certitude subjective auquel nous arrivons dans la défense de nos opinions politiques et parfois dans l'évolution de nos croyances politiques. Cela est particulièrement vrai dans le domaine pratique, où il nous importe que les doctrines morales, les visions religieuses, les programmes politiques que nous défendons, ou au moins auxquels nous adhérons, soient les vrais. Nous cherchons à progresser parce que le progrès a pour nous de la valeur, et pas parce que nous espérons pouvoir être assurés d'y être parvenus. En un sens, il me semble qu'il en va de même dans la vie individuelle. Nous poursuivons tous le bonheur, la justice, le pouvoir, la reconnaissance, l'amour, sans jamais pouvoir être absolument certains d'être parvenus à réaliser ce que nous espérions réaliser. Cela ne nous conduit pas, et ne devrait sans doute pas nous conduire, à refuser de chercher. Ni à nier qu'il y ait sans doute de meilleures voies à suivre pour accomplir ces objectifs que d'autres. Alors, il y a néanmoins une deuxième difficulté liée à la modestie des prémices de Mill. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout, même si la discussion publique n'est pas garantie de nous conduire à la justesse ou à la justice, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout croire à l'arrière-plan dans l'inéluctabilité du progrès humain pour choisir la voie de la démocratie représentative? Est-ce que Mill ne réintroduit pas sur le long terme, et pas directement sur le moment de la discussion publique, les prémices dénoncées par Schmitt, en invoquant, certes, non pas un mécanisme de main invisible, mais les vertus à long terme de l'éducation par la participation au débat. Alors, Mill croit absolument dans les vertus éducatives de cette participation. Pas seulement participation de l'orateur, mais de l'auditeur, du lecteur, du spectateur, en tant qu'il est engagé et critique, en tant qu'il exerce son jugement, et trouve ensuite à agir en conséquence dans quelques solutions. Il célèbre les avancées historiques, nourries, dit-il, par la discussion publique. Dans le cas des despotes, éclairés des Lumières, convaincus malgré eux, selon lui, par les thèses réformatrices qui ensuite entraînèrent leur perte, il célèbre aussi le succès des mouvements anti-esclavagistes qui ont su rallier l'opinion publique à la cause de l'émancipation des Noirs dans l'Empire britannique, l'émancipation des Serfs en Russie, et il annonce que c'est par la discussion publique que les femmes pourront un jour, enfin, gagner leur émancipation. Et en même temps, Mill précise que ce type de progrès n'est pas susceptible d'achèvement, et même qu'il n'est ni continu, ni nécessairement cumulatif. Parce que l'usage le plus illimité de la liberté d'énoncer toutes les opinions publiques ne mettrait pas fin au sectarisme religieux et au sectarisme philosophique. Le désaccord sur ce qui est bon pour l'homme et le désaccord sur le vrai ne cesseront jamais. Le progrès en outre consiste généralement à abandonner certaines parcelles de progrès pour en acquérir d'autres. Si l'on laissait s'exprimer les doctrines morales non chrétiennes dans la société civile, dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle, si on laissait vraiment s'exprimer socialement les doctrines non chrétiennes, elles nous gagneraient à de nouvelles vérités. Et par là même, elles nous feraient perdre certaines de ces vérités qui étaient professées par le christianisme. C'est le prix à payer pour la recherche de la vérité. La métaphore qui domine chez lui n'est pas celle de l'échange, c'est celle du combat. C'est celle, je le cite encore, de la lutte violente entre les parties de la vérité. D'où sa méfiance vis-à-vis des dérives de l'opinion majoritaire, vis-à-vis des effets du conformisme social qu'il trouve à s'exercer directement dans la discussion publique, y compris lorsqu'elle est juridiquement libre.
La censure sociale n'est pas moins dangereuse que la censure étatique. Elle s'exerce d'autant plus violemment sur ceux que leur situation matérielle, sociale et économique ne protège pas contre les sanctions des autres citoyens. Pour tout le monde est criminel, excepté ceux que leur fortune ne rend pas dépendants de la bonne volonté des autres. L'opinion est aussi efficace que la loi. Il revient au même que les hommes soient emprisonnés ou empêchés de gagner leur droit. Lorsque les armes ne sont pas égales, donc, il est inévitable que le conflit des opinions tourne à l'avantage des plus puissants. Il est frappant de voir que ce qui justifie le choix à la voie de la démocratie représentative, c'est la croyance dans la possibilité du progrès par l'éducation, par la participation politique. Et en même temps, Mill ne paraît pas véritablement optimiste. Il s'inquiète non seulement de ce qu'on puisse ne pas progresser, mais il s'inquiète surtout de ce que l'on puisse régresser. Je me permets à nouveau une citation un petit peu suggestive. Il existe un flot incessant et permanent qui entraîne les affaires humaines vers le pire et qui est alimenté par toutes les folies, tous les vices, toutes les négligences, toute l'indolence et toute la mollesse de l'humanité. Que seul contrôle et endigue les efforts que certaines personnes fournissent constamment et d'autres seulement épisodiquement pour poursuivre les objets bons et nobles. C'est donner une idée insuffisante de l'importance des efforts pour améliorer et élever la nature et la vie humaine que de supposer que leur principale valeur consiste en la quantité d'amélioration réelle produite par leurs moyens. Une toute petite diminution de ces efforts, une toute petite diminution des efforts fournis héroïquement par ceux qui continuent à chercher le progrès malgré l'incertitude. Une toute petite diminution de ces efforts mettrait fin non seulement à l'amélioration, au progrès, mais elle inverserait le mouvement pour diriger vers la détérioration plus difficile à contrôler, jusqu'à ce qu'il atteigne un état que l'on a souvent vu dans l'histoire de l'humanité. Un état dans lequel une grande partie de l'humanité croupit encore aujourd'hui. Un état dans lequel il ne faudrait rien moins qu'un pouvoir surhumain pour inverser le courant et remonter la pente. Alors, le progrès, qui permet le bon gouvernement démocratique, est possible, mais il n'est pas certain. Loin de là. Il repose sur des actions humaines que Mill nous présente sous un jour héroïque, un héroïsme de l'incertitude, puisqu'on ne peut pas être certain d'avoir raison en défendant l'opinion politique, la vision morale, la doctrine religieuse que l'on défend sur la place publique. Cela explique sans doute que Mill, à certains endroits de l'ouvrage, paraît en réalité douter lui-même de la possibilité d'un compromis, d'un équilibre idéal entre représentation et compétence d'un côté, démocratie et participation égale de l'autre. Cela est manifeste lorsqu'il suggère que l'on puisse parfois recourir au vote plural. Ce que suggère Mill, c'est que dans certaines circonstances, on donne plusieurs voix à ceux des citoyens que l'on pense les plus sages politiquement. Personne, bien sûr, ne doit être privé du suffrage. Chacun, si les citoyens, doit pouvoir voter. Mais pourquoi ne pas donner plusieurs voix, donc plus de poids, à ceux dont on a des raisons de penser qu'ils sont plus compétents politiquement? Et la compétence, bien sûr, dit Mill, ce n'est pas le statut social ou la richesse. La propriété privée, qui historiquement a été le critère le plus souvent utilisé pour réduire l'accès au suffrage, n'est pas un critère pertinent de la compétence politique, car le membre le plus pauvre de la communauté, écrit Mill, doit pouvoir revendiquer les privilèges auxquels son intelligence lui donne droit. Mais il existe d'autres critères, l'éducation et l'expérience professionnelle.
les diplômés des universités, les banquiers, les contremaîtres, les travailleurs qualifiés pourraient ainsi disposer d'un plus grand nombre de voix que les non-diplômés, les ouvriers, les marchands, les travailleurs non qualifiés. Alors, à l'époque de 2000, défendre, dans le contexte plutôt de 2000, défendre l'égale participation au gouvernement local, à l'institution publique, au jury, comme il le fait, apparaissait à nombre de ses contemporains comme une manière de sacrifier la compétence au nom de l'égalité. Pour nous, démocrates du XXIe siècle, pour ceux d'entre nous qui restent démocrates au XXIe siècle, il paraît, avec le vote plural, sacrifier de manière inacceptable l'égalité au nom de la compétence. Comment décider quel équilibre entre ces deux principes nous maintient dans la démocratie? Quel équilibre entre ces deux principes nous en fait sortir? Ni évidemment est conscient du problème. Et en fait, il suggère le vote plural avec plusieurs précautions. Il avance au moins deux conditions. Première condition, il ne faut pas que ceux à qui on donne plus de voix appartiennent à la même classe sociale, de telle sorte qu'ils mettent en place une législation de classe qui les favorise. Mill n'y a pas de danger, lui qui ne cesse de répéter que le problème de la grève, par exemple, ne sera jamais considéré au Parlement que du point de vue des patrons, tant que le Parlement ne comptera pas les ouvriers. Ou qui affirme que les intérêts des femmes ne seront jamais pris en compte au Parlement, tant que les parlementaires resteront exclusivement des hommes. Seconde condition, plus complexe, ceux qui sont défavorisés doivent pouvoir reconnaître ceux qui sont défavorisés par le vote plural, qui n'ont qu'une voix, alors que leur voisin en a 3, 5, 10. Ceux qui n'ont qu'une voix, qui sont défavorisés par le vote plural, doivent être en mesure de reconnaître la supériorité par l'intelligence ou par la vertu de ceux qui ont plusieurs voix. Ils doivent donc être capables de voir la légitimité d'un tel dispositif. Mill écrit ceci. L'opinion et le jugement de la personne dont la moralité et l'intelligence sont les plus grandes valent plus que ceux d'une personne inférieure. Et si les institutions d'un pays affirment virtuellement qu'elles ont la même valeur, une telle affirmation ne rend pas à aucune réalité. Alors évidemment, on a beaucoup de mal à voir comment ces deux conditions pourraient être réunies, même du simple point de vue de Mill. Au vu de tout ce que j'ai présenté jusqu'ici, on peut imaginer une situation où l'absence de risque de captation du pouvoir par les intérêts particuliers et la reconnaissance unanime de la supériorité de ceux qui sont les plus intelligents ou les plus moraux soit réalisée. Tout simplement parce que la vision que Mill nous donne de la société est celle d'une société en proie à un conflit absolument irréductible entre intérêts particuliers, conflit qui peut être rendu moins inégalitaire, mais pas moins conflictuel. Et parce que la vision qu'il nous donne de la raison pratique humaine est celle d'une vision, est celle d'une raison qui est condamnée à rester divisée, fragmentée entre parties de vérité, entre opinions contradictoires, sans que jamais l'accord unanime ne soit possible, par la convergence de la vérité. Donc on voit mal comment des hommes qui ne réussissent pas à s'accorder sur ce qui est bon pour la société pourraient s'accorder sur l'identité de ceux qui savent mieux que les autres ce qui est bon pour la société. Du point de vue même de Mill, on ne voit pas sous quelles circonstances il pourrait être acceptable de donner plusieurs voix à l'un et une seule à l'autre. On ne voit pas comment les deux conditions qu'il formule lui-même pourraient être réalisées. Et si on ne le voit pas, c'est simplement parce que dans le cadre même de la démocratie représentative telle que Mill le définit, le vote plural est antidémocratique. Telle est, ultimement, et je conclurai par là, telle est ultimement la réponse que Mill nous suggère, il me semble, face aux deux menaces qui pèsent sur la démocratie et dont j'ai parlé au tout début de cette présentation. Celle d'une indifférenciation des compétences, celle du démagogue qui dit
Nous pouvons tous en savoir autant sur la guerre que Todos certains nós généraux. sabemos mais sobre a guerra do que os generais, por exemplo. Et c'est l'inverse E d'une dérive vers le gouvernement des experts. deslize para o governo Vers dos l'aristocratie. peritos, na epistocracia. L'indifférenciation A des diferenciação savoirs et des compétences, das d'abord, competências, em primeiro donc lugar, qui revient à lier le besoin d'attitude particulière en politique, donc le besoin d'une amélioration, d'une progression des capacités du peuple. Cette indifférenciation est inacceptable. Pourquoi? Parce qu'elle sacrifie d'abord la visée du bien-être immédiat, du bien-être social, mais surtout parce qu'elle néglige que la progression de l'humanité, l'acquisition de ses capacités intellectuelles et de ses dispositions morales, est elle-même une fin essentielle de l'existence humaine, individuelle et collective. L'expertocratie, de l'autre côté, le gouvernement des experts, bureaucrates, économistes, juges, peu importe le corps spécialisé qu'on a en tête, religieux, militaires religieux. L'expertocratie, quelle que soit la forme d'expertise qu'elle promeut, est aussi inacceptable, tout simplement parce qu'elle néglige que le jugement politique n'est en rien analogue au jugement scientifique ou au jugement technique, ou même au jugement théorique. Parce qu'elle ne voit pas que, sur le plan pratique, il n'y a jamais de certitude objective, et que donc il n'y a pas de méthode sûre pour déterminer non seulement ce qui est utile ou désirable socialement, mais qui est le plus compétent ou le plus sage pour le déterminer. Le paradoxe donc de la démocratie, sa tragédie si l'on veut, mais pas son incohérence, le paradoxe de la démocratie consiste en ceci. Elle s'impose à nous parce que nous voulons à la fois que le gouvernement serve notre intérêt et qu'il favorise notre progression. Mais nous ne pouvons pas être absolument sûrs de savoir ce qui est de notre intérêt. Et nous ne pouvons jamais être certains que nous sommes véritablement en train de progresser. Donc ce régime exige un effort constant, un effort individuel, un effort collectif, pour essayer de départager les opinions qui ne cessent de s'opposer au sein de la société, parce que la justesse des lois en dépend, parce que notre progrès en dépend, mais sans que jamais personne ne puisse se prévaloir d'une certitude ou d'un savoir absolu qui lui donnerait le droit de gouverner les autres. Je vous remercie.